À la fête de famille, j'ai tendu à ma sœur une enveloppe scellée, 6 mois de loyer payé. Elle l'a ouverte et a dit, « Tu penses que ça veut dire que tu es pardonné ?» Tout le monde a éclaté de rire sauf moi. J'ai calmement repris l'enveloppe et j'ai dit, « Alors, tant pis. » 5 minutes plus tard, ils ont commencé à hurler. Je suis Clara Dubois, 28 ans, et cela fait des années que je renfloue ma famille, payant leurs factures, couvrant leur loyer, nettoyant leur chaos. En juillet dernier, lors du 30e anniversaire de ma sœur dans un restaurant italien de Lyon, je pensais avoir fait quelque chose d'énorme. J'ai glissé une enveloppe scellée sur la table, la poitrine serrée d'espoir. À l'intérieur se trouvait une promesse, 6 000 € pour couvrir son loyer pendant 6 mois. Elle l'a déchirée, a jeté un œil au mot, et a ricané. « Tu penses que ça veut dire que tu es pardonné ?» dit-elle, sa voix assez tranchante pour blesser. La table, ma mère, ma tante, quelques cousins ont éclaté de rire. Je me suis tenu là, le visage en feu, les mains tremblantes. Pardonné pour un stupide cadeau que j'avais mal choisi il y a 10 ans. J'avais payé cette erreur avec chaque chèque que j'écrivais. J'ai tendu la main, repris l'enveloppe et j'ai dit, « Alors, tant pis. » Le rire est mort. 5 minutes plus tard, il me hurlait dessus, et je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Je me tenais devant le restaurant, l'air d'été lourd du bourdonnement du trafic lyonnais, mes mains tremblant encore de la dispute à l'intérieur. Les mots de ma sœur, son air suffisant, « Tu penses que ça veut dire que tu es pardonné ?» continuaient de résonner dans ma tête. Pardonné pourquoi? Une stupide erreur d'il y a 10 ans, quand j'avais 18 ans et que je pensais que Sophie, ma sœur, 30 ans maintenant et pas vraiment indépendante, adorait une écharpe bon marché que je lui avais choisie pour son anniversaire. J'avais économisé avec mon petit boulot dans un café, pensant que le motif rouge vif correspondait à son style. Elle l'a ouverte, a ri et a dit que ça ressemblait à quelque chose d'une poubelle de friperie. Je me suis excusé 100 fois, mais elle a gardé cette rancune comme un trophée, la ressortant à chaque occasion. Cette écharpe est devenue ma punition, une raison pour elle de réclamer plus d'argent, de faveurs, de mon temps. Pendant des années, j'avais été leur distributeur de billets. Je payais les factures d'électricité de ma mère quand elle oubliait de gérer son budget, je couvrais le loyer de Sophie quand elle gaspillait son salaire en vêtements, même je réparais la voiture de ma tante quand elle tombait en panne. 2 ans, des milliers d'euros, et pas un seul merci. Je pensais que les 6 000 € pour le loyer de Sophie changeraient les choses, penserait peut-être cette vieille blessure. Mais son rire, leur rire a cassé quelque chose en moi. De retour à l'intérieur, la table était le chaos. Ma mère s'est penchée en avant, sa voix perçante. « Clara, ne fais pas ça. Tu fais une scène. » J'ai pris une profonde inspiration, mon cœur battant. J'en ai assez, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Plus d'argent. Plus de sauvetage. J'ai assez payé. Le visage de Sophie s'est tordu, ses yeux se sont rétrécis. Tu es égoïste, a-t-elle craché. Tu penses que tu es meilleur que nous parce que tu as un travail? Ma mère a sauté, son ton suppliant, mais teinté de culpabilité. Clara, nous sommes la famille. Tu ne peux pas simplement partir. Ma tante a renchéri, marmonnant à propos de la loyauté, mais je l'ai à peine entendu. Leurs voix se sont chevauchées, un mur d'accusations, égoïste, ingrate, froide. J'avais déjà tout entendu. Chaque fois que j'hésitais à ouvrir mon portefeuille. J'ai regardé Sophie, les bras croisés, ricanant comme si elle avait gagné quelque chose. Tu as assez pris, ai-je dit, ma voix maintenant ferme. Débrouillez-vous. Ma mère a haleté, serrant sa serviette comme une bouée de sauvetage. Clara, tu ne penses pas ça. Nous avons besoin de toi. Non, elles avaient besoin de mon compte bancaire. Sophie s'est penchée, sa voix basse. Tu nous dois, Clara. Tu nous l'as toujours dû. Cette écharpe encore, jetée à mon visage comme si j'avais commis un crime. J'ai secoué la tête, lassé de la culpabilité qu'elle m'avait imposée pendant une décennie. Le restaurant semblait plus petit, l'air lourd de leur regard. J'ai saisi mon sac à main, ma chaise raclant le sol. Je ne suis plus votre solution, ai-je dit, en me tournant pour partir. Sophie a crié après moi, tu vas le regretter. La voix de ma mère a suivi, plus douce mais désespérée, Clara, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Je n'ai pas regardé en arrière. La porte s'est refermée derrière moi,
étouffant leur voix. Je suis sorti sur le parking, la poitrine serrée, mais plus légère d'une certaine manière. J'avais passé des années à essayer de compenser une erreur qui n'était même plus la mienne. Cette écharpe, cette stupide écharpe rouge, n'en valait pas la peine. Il n'en valait pas la peine. Je suis monté dans ma voiture, le moteur ronronnant alors que je partais. Mon téléphone a vibré, des SMS de Sophie, probablement d'autres insultes. Je n'ai pas vérifié. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je leur avais tout donné. Mon argent, mon temps, des morceaux de moi-même, et ils m'avaient ri au nez. Plus jamais. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais je savais que je ne reviendrais pas. Pas à cette table, pas à leurs exigences. Je suis rentré chez moi, les lumières de la ville défilant, me demandant comment j'avais pu laisser les choses aller si loin. Le ricanement de Sophie, les fausses larmes de ma mère, le jugement murmuré de ma tante. Ils m'avaient poussé trop loin. Et j'en avais fini de jouer leur jeu. Une semaine après avoir quitté la fête d'anniversaire de ma sœur, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. J'étais chez moi, affalé sur mon canapé à Lyon, essayant de me concentrer sur un projet de design, mais les notifications n'arrêtaient pas d'arriver. Sophie, ma sœur, a envoyé une rafale de SMS. Clara, tu ne peux pas me couper les ponts comme ça. J'ai besoin d'aide pour le paiement de ma voiture. Puis un autre, tu me dois ça après le coup que tu as fait. Ma mère n'était pas meilleure. Ces messages étaient plus longs, dégoulinants de culpabilité. Clara, nous sommes en difficulté. Tu es tout ce que nous avons. Comment as-tu pu nous faire ça? Je fixais l'écran, l'estomac noué. Elles agissaient comme si je les avais trahies, comme si mes années à payer leurs factures ne signifiaient rien. Le SMS suivant de Sophie m'a poussé à bout. J'ai vu cette jolie veste en ligne. Seulement 200 €. En voilà. Une veste. Elle était sans emploi, vivait de mes chèques et maintenant elle voulait une veste. J'ai ouvert mon application bancaire, lui ai envoyé 1 € et j'ai tapé, assez pour l'instant. Mon doigt a plané sur le bouton d'envoi. Puis j'ai appuyé. Qu'elle comprenne ce que ça signifiait. Ma mère a appelé quelques minutes plus tard, sa voix tremblante mais perçante. Clara, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sophie a des problèmes. Tu ne peux pas juste lui envoyer 1 €. J'ai serré le téléphone. Ma patience est à bout, Patricia, ai-je dit, ma voix froide. Je ne suis pas une banque. Je t'ai dit que j'en avais fini. Elle a halté comme si je l'avais giflée. Tu es en train de briser cette famille, a-t-elle dit. J'ai raccroché, le cœur battant. Briser la famille. Elle me brisait depuis des années. Les appels n'ont pas cessé. Sophie a laissé des messages vocaux, son ton passant de doux à vicieux. Clara, allez. Sois raisonnable, disait-elle. Puis tu es si égoïste. Tu sais que ma mère a envoyé plus de SMS, chacun plus lourd de reproches. Nous t'avons mieux élevé que ça. J'ai arrêté de répondre, mais chaque message me semblait un poids, me ramenant à ce restaurant, à leur rire. J'avais passé des années à essayer de résoudre leurs problèmes, pensant que c'était mon travail. Maintenant, je le voyais clairement. Elle ne voulait pas de moi. Elle voulait mon argent. Quelques jours plus tard, mon petit ami m'a invité à un barbecue familial chez ses parents, de l'autre côté de la ville. J'ai hésité, encore à vivre de la dispute avec ma famille, mais j'y suis allé. Leur jardin était animé de bavardages. L'odeur des hamburgers grillés et des épis de maïs emplissait l'air. Thomas, mon petit ami, m'a serré la main en entrant. Ça va, a-t-il demandé, ses yeux cherchant les miens. J'ai hoché la tête, mais je n'étais pas sûr. Son père, le père de Thomas, faisait des hamburgers au grill, blaguant sur sa sauce secrète. Sa mère, la mère de Thomas, a posé les assiettes. Son sourire chaleureux alors qu'elle me faisait signe. Clara, prends un verre. Fais comme chez toi, a-t-elle dit. Cela semblait étrange, cette gentillesse facile, comme si je pénétrais dans un monde différent. Puis j'ai rencontré la sœur de Thomas, Chloé, 22 ans, avec un rire rapide et des baskets éclaboussées de peinture. Elle m'a tiré à part, loin de la foule. Tom m'a raconté ce qui s'est passé, a-t-elle dit, sa voix douce mais directe. Ta famille dirait qu'elle ne te voit pas.
C'est leur perte. J'ai cligné des yeux, prise au dépourvu. Personne ne m'avait jamais dit ça avant. Chloé a souri, me tendant une limonade. Tu es plutôt cool, Clara. Ne les laisse pas te rabaisser. Ces mots m'ont frappé fort, comme une porte s'ouvrant sur un endroit que j'avais oublié existait. Je n'étais pas habitué à être vu. Pas comme ça. Nous nous sommes assis sur l'herbe, regardant le père de Thomas se disputer avec Thomas à propos des techniques de grillade. Les deux riaient. La mère de Thomas m'a apporté une assiette, la remplissant de nourriture. Tu dois manger, a-t-elle dit, son ton doux mais ferme, comme si elle se souciait vraiment. Chloé est restée près, me posant des questions sur mon travail de graphiste, réellement curieuse. Montre-moi ton portfolio un jour, a-t-elle dit. Je parie que c'est incroyable. J'ai souri, ma poitrine se détendant pour la première fois depuis des semaines. Cette famille, ces gens que je connaissais à peine, me donnaient l'impression d'appartenir à un groupe. Pas d'exigence, pas de culpabilité, juste de la chaleur. Au moment de partir, le poids des SMS de ma famille me semblait plus léger. Sophie et ma mère complotaient et blâmaient toujours, mais je n'étais plus leur solution. Les mots de Chloé m'ont marqué, c'est leur perte. Peut-être qu'elle avait raison. Je suis rentré chez moi avec Thomas, sa main dans la mienne, les lumières de la ville défilant. Je ne devais rien à ma famille. Pas mon argent, pas ma culpabilité. Pour la première fois, j'avais l'impression de pouvoir choisir qui comptait. C'était une soirée de septembre tranquille quand ma sonnette a retenti. J'étais chez moi à Lyon, esquissant des dessins pour un client, essayant de me concentrer après des semaines de silence de ma famille. J'ai ouvert la porte et là, ma mère, Patricia, se tenait sur mon perron, le visage tendu d'inquiétude. « Clara, il faut qu'on parle », a-t-elle dit, me dépassant pour entrer dans le salon sans attendre d'invitation. Je suis resté figé, mon crayon toujours à la main. Elle s'est assise sur mon canapé, se tordant les mains. « La banque va saisir la maison », a-t-elle dit, sa voix basse mais urgente. « Je dois 7 000 €. Tu dois nous aider. » Ses yeux se sont posés sur les miens, s'attendant à ce que je sorte mon chéquier comme toujours. J'ai pris une profonde inspiration, la poitrine serrée. « Patricia », ai-je dit, ma voix ferme mais froide. « Je t'ai dit que j'en avais fini. Je ne peux pas continuer à résoudre tes problèmes. » Son visage s'est affaissé comme si je l'avais trahi. « Clara, c'est notre maison », a-t-elle plaidé. « Ta sœur et moi n'avons nulle part où aller. Tu es notre seul espoir. » Notre seul espoir. J'avais déjà entendu cette phrase. Chaque fois qu'elle avait besoin d'argent. Pendant des années, j'avais payé leurs factures, pensant que cela faisait de moi une bonne fille. Maintenant, je voyais la réalité. De la manipulation. Tu dois te débrouiller, ai-je dit. Je ne suis pas ta banque. Ses yeux se sont agrandis, puis se sont rétrécis. Tu es sans cœur, a-t-elle claqué après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai secoué la tête. Tu dois partir. Elle n'a pas bougé. Au lieu de cela, elle s'est penchée en avant, sa voix plus douce, presque désespérée. Clara, s'il te plaît. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de la famille. La famille. Ce mot signifiait quelque chose pour moi, mais maintenant il me semblait un piège. J'ai montré la porte. Va-t'en, ai-je dit, ma voix ferme. Elle s'est levée, les mains tremblantes, et est partie en murmurant que je le regretterais. La porte a claqué, et j'ai cru que c'en était fini. 1 heure plus tard, la sonnette a de nouveau retenti. Cette fois, c'était Sophie, ma sœur, qui se tenait là les bras croisés, le visage tordu de colère. « Tu fais vraiment ça ?» a-t-elle dit, entrant sans demander. « Tu laisses maman perdre la maison. » Je suis resté calme, même si mon cœur battait la chamade. « Sophie, je ne paie plus, ai-je dit. Vous devez toutes les deux prendre vos responsabilités. » Elle a ri d'un son sec et amer. « Responsabilité ? C'est toi qui nous dois. Tu te prends pour une grande dame avec ton boulot chic, nous regardant de haut. » Ces mots m'ont blessé, mais j'en avais fini de les laisser me faire du mal. Elle a continué, sa voix s'élevant. « Tu as toujours été égoïste, Clara. Cette stupide écharpe que tu m'as donnée. Tu savais que je la détesterais. Tu l'as fait pour m'humilier.
Cette écharpe encore. 10 ans plus tard, et elle l'utilisait toujours pour me culpabiliser. Je la fixais, ma patience à bout. Tu as 30 ans, Sophie, ai-je dit. Grandis. Elle a tressailli, mais ses yeux brûlaient de défi. Tu nous abandonnes, a-t-elle dit. Tu seras seule, Clara. Personne ne voudra de toi. Ces mots piquaient, mais je les voyais pour ce qu'ils étaient. Du désespoir. Elle n'était pas là pour la famille. Elle était là pour l'argent. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire et je lui ai envoyé 2 €. J'ai tapé, il est temps de grandir, et j'ai appuyé sur envoyer. Le téléphone de Sophie a sonné dans sa poche. Elle l'a vérifié, son visage se tordant. 2 €, a-t-elle crié. Tu trouves ça drôle? Je me suis rapproché, ma voix basse. C'est plus que ce que tu mérites, ai-je dit. Maintenant, sors. Elle est restée là, furieuse, puis s'est retournée et est sortie en claquant la porte si fort que les murs ont tremblé. Je me suis affalé sur le canapé, les mains tremblantes. 2 €. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de tracer une ligne. Pendant des années, je les avais laissés me ramener, me culpabiliser pour leur donner plus. Mais maintenant, j'en avais fini. Les supplications de Patricia. Les insultes de Sophie. Elle ne pouvait plus me toucher. J'avais passé trop de temps à essayer de réparer leur vie, pensant que cela leur ferait m'aimer. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. Elle ne voulait pas de moi. Elle voulait ce que je pouvais leur donner. J'ai regardé autour de mon petit appartement, les croquis éparpillés sur ma table, le silence s'installant. Pour la première fois, j'avais l'impression que cet endroit était le mien, pas une banque pour leurs exigences. Les mots de Sophie ont résonné, seule. Peut-être qu'elle avait raison. Mais être seule ne me faisait plus peur. C'était début octobre, et j'étais dans mon appartement à Lyon, triant des croquis pour un projet freelance. Le silence était un soulagement après le chaos du mois dernier avec ma mère et ma sœur. Mon téléphone était resté silencieux. Plus d'exigence, plus de culpabilité. Je commençais à me sentir moi-même à nouveau, comme si je pouvais respirer sans leur poids sur moi. Puis ma sonnette a retenti. J'ai ouvert pour trouver Chloé, la sœur de Thomas, debout avec un sourire timide, tenant un rouleau de papier. J'ai fait quelque chose pour toi, a-t-elle dit, les yeux brillants. Elle m'a tendu le papier et je l'ai déroulé avec précaution. C'était un dessin, un croquis vibrant d'une rue lyonnaise avec des lignes audacieuses et des couleurs qui semblaient vivantes. Au centre se trouvait une silhouette qui me ressemblait, debout, confiante, entourée de lumière. Chloé, ai-je dit, ma voix étranglée, c'est incroyable. Elle a haussé les épaules, ses baskets éclaboussées de peinture frottant le sol. Je pensais que tu aimerais, a-t-elle dit. Tu crées toujours des trucs sympas, alors je voulais te donner quelque chose en retour. J'ai fixé le dessin, ma poitrine se resserrant, non pas de douleur, mais de quelque chose de chaud, d'inhabituel. Personne dans ma famille n'avait jamais fait quelque chose comme ça pour moi. Ma mère et ma sœur prenaient, ne donnaient jamais, mais Chloé me voyait mon travail, et pensait que ça comptait. Je l'ai serrée dans mes bras et elle a ri, me serrant en retour. Tu es coincée avec moi maintenant, a-t-elle dit, et j'ai souri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Plus tard cette semaine-là, Thomas m'a invité à dîner chez ses parents. J'étais nerveuse, encore en train de m'habituer à leur chaleur après le barbecue du mois dernier. Quand nous sommes arrivés, la mère de Thomas m'a salué d'une rapide accolade, son sourire facile. Clara, contente de te voir, a-t-elle dit, posant une assiette supplémentaire sur la table. Le père de Thomas, Guillaume, était dans le salon, feuilletant un carnet. Il a levé les yeux en nous voyant entrer. Clara, tu as une minute, a-t-il demandé, me faisant signe. Je me suis assise à côté de lui, curieuse. Guillaume était un architecte à la retraite, parlant toujours de bâtiments et de projets communautaires. Il a ouvert le carnet, me montrant des croquis d'une rénovation de parc local. Nous prévoyons un centre communautaire dans ce parc, a-t-il dit, sa voix ferme mais excitée. Nouvelle fresque murale, signalétique, peut-être une sculpture. J'ai vu ton travail de graphiste, Tom m'a montré ton portfolio. Tu es doué. Vraiment doué. Tu veux t'occuper du design de ça? J'ai cligné des yeux,
prise au dépourvu. Moi, ai-je dit, ma voix petite. Guillaume a rigolé. Oui, toi. Nous avons besoin de quelqu'un avec une vision et je pense que tu l'as. Il m'a tendu un dossier avec les détails du projet, les délais, les budgets, les concepts. C'était réel, pas seulement une tape dans le dos. Il me voulait, pas mon argent ou mes solutions, juste moi. J'ai passé le reste du dîner à moitié à écouter la mère de Thomas parler de son club de lecture, mon esprit débordant d'idées pour le projet. Chloé était assise en face de moi, esquissant sur une serviette, me lançant un sourire quand elle m'a surprise à la regarder. « Tu vas déchirer », a-t-elle murmuré. Thomas m'a serré la main sous la table, son soutien silencieux me réconfortant. Pour la première fois, j'avais l'impression de faire partie de quelque chose, que mon travail comptait pour des gens qui se souciaient de moi, pas de ce que je pouvais leur donner. De retour à la maison, j'ai étalé le dessin de Chloé et le dossier de Guillaume sur ma table. Le dessin était plus que des lignes et des couleurs. C'était la preuve que quelqu'un me voyait pour qui j'étais, pas pour ce que je devais. Et l'offre de Guillaume. C'était une chance de construire quelque chose, de laisser une trace qui n'était pas liée aux exigences de ma famille. J'ai commencé à esquisser des idées pour le centre communautaire. Mon crayon bougeait plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Des fresques murales avec des motifs audacieux, des panneaux qui accueillaient tout le monde. Une sculpture qui ressemblait à l'espoir. Je ne concevais pas seulement pour un parc. Je concevais pour moi-même, pour la personne que je devenais. J'ai pensé à ma mère et à ma sœur, à la façon dont elles avaient essayé de me retenir avec leurs accusations. Elles m'avaient traité d'égoïste, de sans cœur, mais assise ici, entourée du dessin de Chloé et de la confiance de Guillaume, je ne me sentais pas comme cette personne. Je me sentais vu, valorisé, comme si je pouvais enfin sortir de leur ombre. Thomas m'a envoyé un SMS plus tard pour prendre des nouvelles. « Tu semblais heureuse ce soir », a-t-il écrit. J'ai souri, lui répondant, je l'étais. Pendant des années, je m'étais lié à des gens qui prenaient sans donner. Maintenant, je construisais quelque chose de nouveau avec des gens qui croyaient en moi. En décembre, Lyon était prise par une vague de froid, et j'étais plongé dans le projet du centre communautaire, esquissant des fresques murales qui égayeraient le parc. Ma vie semblait enfin avancer. Nouveau design, nouveau but. Puis, j'ai reçu un appel d'une vieille amie de la famille, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Elle semblait hésitante, sa voix basse. « Clara, je pensais que tu devrais savoir. Sophie a perdu son appartement. Ma sœur Sophie, maintenant âgée de 30 ans, n'avait pas payé son loyer depuis que je l'avais coupé. L'amie a dit qu'elle avait vu Sophie travailler comme serveuse dans un restaurant du centre-ville, jonglant avec les plateaux et ayant l'air épuisée. Elle a du mal, a dit l'amie. C'est difficile à voir. Je me suis assise sur mon canapé en regardant mon téléphone. Une partie de moi a ressenti une piqûre. Sophie était ma sœur après tout. Mais l'autre partie, celle qui se souvenait de ses insultes, de ses exigences, ne ressentait rien. Elle avait ri de mon aide, m'avait traité d'égoïste, et maintenant elle faisait face aux conséquences. Je ne l'ai pas appelée, ni envoyé de SMS. J'avais passé des années à porter son fardeau, et j'en avais fini. L'amie a aussi mentionné ma mère, Patricia. Elle est dans une mauvaise passe, a-t-elle dit. Les factures s'accumulent, les créanciers appellent. Apparemment, Patricia avait essayé de me joindre, laissant des messages vocaux que je n'avais jamais écoutés. J'avais bloqué son numéro après sa dernière visite quand elle m'avait demandé 7 000 €. Leurs problèmes n'étaient plus les miens. Je me suis penché en arrière, mon carnet de croquis ouvert sur mes genoux. La culpabilité que je ressentais auparavant n'est pas venue. Au lieu de cela, j'ai pensé au centre communautaire, à la façon dont mes designs prenaient forme. Les fresques murales étaient audacieuses, avec des couleurs inspirées du dessin de Chloé, lumineuses, pleines d'espoir, accueillantes. Guillaume prenait des nouvelles, offrant des commentaires qui me poussaient à affiner mon travail. « Tu rends cet endroit spécial », avait-il dit la semaine dernière. C'était le genre de louange que je n'avais jamais reçu de ma propre famille. Ma mère et ma sœur ne m'avaient vu que comme une solution à leurs problèmes, pas comme quelqu'un qui avait ses propres rêves. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email qui m'a glacé. Un propriétaire d'entreprise locale avait vu mon portfolio en ligne grâce à Guillaume qui l'avait partagé avec son réseau. Il voulait que je conçoive l'image de marque d'un nouveau café qui ouvrait à Lyon, logo,
signalétique de menu, le tout. C'était un gros projet, plus grand que tout ce que j'avais fait auparavant, avec une date limite serrée et un budget décent. J'ai lu l'email 2 fois, mon cœur battant. Ce n'était pas seulement un travail. C'était une chance de me faire un nom, de montrer ce que je pouvais faire. J'ai répondu immédiatement, fixant une réunion pour la semaine suivante. Thomas est passé ce soir-là, son sourire large quand je lui ai parlé du projet. « Tu es incroyable », a-t-il dit, me serrant dans ses bras. Nous nous sommes assis sur mon canapé, planifiant comment j'allais aborder les designs. Il écoutait, posait des questions, me faisait rire avec ses terribles suggestions de noms de café. C'était si différent des conversations avec ma mère et ma sœur, toujours lourdes d'exigences. Avec Thomas, je pouvais juste être moi-même. Pas d'attente, pas de culpabilité. Je lui ai montré mes croquis pour le café et il a hoché la tête, impressionné. « C'est toi, Clara », a-t-il dit. « C'est ce que tu étais censée faire. » J'ai pensé à Sophie, l'imaginant dans ce restaurant, jonglant avec les assiettes, regrettant peut-être la façon dont elle m'avait traité. Une partie de moi se demandait si elle changerait un jour, si elle réaliserait qu'elle m'avait poussé à bout, mais je ne m'y suis pas attardé. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de Patricia, pas de SMS de Sophie. J'avais fait mon choix et elle vivait avec le leur. L'ami avait dit que Patricia empruntait de l'argent aux voisins, essayant de garder sa maison. J'ai ressenti un éclair de pitié, mais il est passé. Elles avaient eu des années pour comprendre, des années où j'étais là, à verser mes économies dans leur vie. Elles ont choisi de prendre et j'ai choisi d'arrêter de donner. Le lendemain, j'ai rencontré Guillaume sur le site du centre communautaire. Le parc était nu, saupoudré de neige, mais je pouvais le voir fini, des fresques murales sur les murs, des panneaux guidant les gens. Il m'a fait visiter les progrès, me montrant où mes designs iraient. « Tu ne fais pas seulement de l'art », a-t-il dit. « Tu construis quelque chose pour que les gens se rassemblent. » Ces mots m'ont frappé. J'avais passé si longtemps à essayer de maintenir ma famille unie, seulement pour être déchiré. Maintenant, je construisais quelque chose de réel, quelque chose qui comptait. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé le projet du café. Mon bureau était couvert de croquis et de nuanciers. Le travail me faisait du bien, comme si je me sculptais un espace. Sophie et Patricia étaient là, en difficulté, mais je n'étais plus leur bouée de sauvetage. J'étais la mienne. Et pour la première fois, je n'avais pas l'impression de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'était février à Lyon, et le froid dans l'air semblait annoncer un nouveau départ. J'étais assise à ma table de cuisine, une carte de la Côte d'Azur étalée devant moi. Thomas s'est penché par-dessus mon épaule, pointant un endroit près de la côte. « Saint-Tropez », a-t-il dit. « Superbe vue, ville tranquille, parfait pour un week-end d'évasion. » J'ai souri, mon stylo, entourant le nom. Après des mois de travail à terminer les fresques du centre communautaire et à lancer l'image de marque du café, j'avais besoin d'une pause. L'idée d'un voyage rien que nous deux ressemblait à une récompense pour tout ce que j'avais traversé. Chloé m'avait déjà envoyé des messages pour me supplier de les rejoindre, mais je voulais que ce soit moi et Thomas, une chance de respirer et de nous concentrer sur nous. Planifier le voyage me donnait quelque chose à attendre. Nous avons réservé un petit cabanon près de la plage, prévu des randonnées le long du Cap Camara, et même trouvé un petit café connu pour sa bouillabaisse. Thomas était excité, ses yeux s'illuminant alors que nous parlions de feu de camp et d'observation des étoiles. « Tu le mérites, Clara », a-t-il dit, me serrant la main. J'ai hoché la tête, ressentant une chaleur que je n'avais pas connue il y a un an. À l'époque, je me noyais dans les exigences de ma famille, disant toujours oui à leurs problèmes. Maintenant, je me disais oui à moi-même. Ce changement n'est pas venu facilement. Il a fallu un an pour tenir bon, pour apprendre ce que signifiait poser des limites. Ma sœur Sophie et ma mère Patricia m'avaient poussé à mes limites, exigeant de l'argent, me culpabilisant, me traitant d'égoïste quand je refusais. Je pensais que la famille signifiait tout donner, quel qu'en soit le coût. Mais m'éloigner de leur chaos m'a appris quelque chose de différent. La famille ne se définit pas par le sang. Elle se définit par le respect, par l'amour, par ceux qui sont là pour vous. Poser des limites ne vous rend pas égoïste. Cela vous rend entière. C'est bien de s'éloigner des gens qui vous blessent, même si c'est la famille. Vous méritez d'être entouré de ceux qui voient votre valeur, qui célèbrent vos victoires,
pas seulement votre portefeuille. Sophie et Patricia ne m'avaient pas contacté depuis décembre. Pas d'appel, pas de SMS, pas de visite surprise. J'ai appris par une amie que Sophie était toujours au restaurant, économisant pour un nouvel endroit. Patricia louait un petit appartement, se débrouillant tant bien que mal. Je n'ai pas ressenti la culpabilité à laquelle je m'attendais. Au lieu de cela, je me sentais libre. Établir ces limites a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Chaque fois que je disais non à leurs exigences, à leurs accusations, je me choisissais moi-même. Il ne s'agissait pas d'être froide ou sans cœur comme elles le prétendaient. Il s'agissait de connaître ma valeur. Chloé m'a aidé à voir cela avec son dessin et son soutien discret. Guillaume aussi, avec sa confiance en mes designs. Ils m'ont montré ce que cela faisait d'être valorisé, pas utilisé. Je porte cette leçon avec moi maintenant comme un bouclier. Je ne laisserai personne, ni ma mère, ni ma sœur, franchir cette ligne à nouveau. Alors que je faisais mes valises pour le voyage, mon téléphone a vibré avec un email du propriétaire du café. Le projet d'image de marque était un succès. Les clients adoraient les logos, et ils me voulaient pour un autre travail. J'ai souri, rangeant mon téléphone. Ma carrière se développait, mes designs, laissant une trace à Lyon. Le centre communautaire était presque terminé, avec mes fresques murales qui devaient être dévoilées au printemps. Je n'étais plus la même Clara qui était entrée dans ce restaurant l'été dernier, désespérée d'obtenir l'approbation de sa famille. J'étais quelqu'un de nouveau, plus forte, plus sûre, entourée de gens qui me voyaient pour moi. J'ai de nouveau regardé la carte, traçant l'itinéraire vers Saint-Tropez. Ce voyage n'était pas seulement une escapade. C'était une promesse de continuer à me choisir, de construire une vie avec des gens qui se souciaient de moi. Thomas est entré, portant un sac de collation pour la route. « Prête pour ça ?» a-t-il demandé, souriant. J'ai hoché la tête, le cœur plein. « Plus que tu ne le sais », ai-je dit. À tous ceux qui écoutent cette histoire, je veux partager ce que j'ai appris. La famille n'est pas définie par le sang. Elle est définie par le respect, par l'amour, par ceux qui sont là pour vous. Poser des limites ne vous rend pas égoïste. Cela vous rend entière. Il est normal de s'éloigner des gens qui vous blessent, même s'ils font partie de votre famille. Vous méritez d'être entouré de ceux qui voient votre valeur, qui applaudissent vos victoires, pas seulement votre portefeuille. J'ai passé des années à essayer de réparer ma mère et ma sœur, pensant que cela gagnerait leur amour. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. Trouvez vos gens, ceux qui vous soutiennent et gardez-les près de vous. C'est ça, la famille qui compte.